147 rapports médico-légaux. Je ne suis pas partie, il est resté là. D'accord. Alors, pas de problème. Il y aura une deuxième pause, donc vous pourrez regarder. Et je voulais m'assurer avec vous que vous avez bien compris l'exercice que l'on vous demandait avec ce classeur. Vous pourriez répéter si vous voulez, Bien s'il sûr. vous plaît. Bien sûr. Alors, dans ce premier classeur, il y a donc 147 rapports médico-légaux que vous avez rédigés. Et nous, ce que l'on souhaiterait, c'est que vous les authentifiez. Donc, vous vérifiez bien qu'il s'agit de votre signature et qu'il s'agit bien du document que vous avez rédigé. Si c'est le cas, vous mettez la mention manuscrite OK, par exemple, ou vous signez le document comme vous voulez. Comme ça, nous, ce document a été authentifié par vous, tout simplement. Est-ce que c'est clair ? Oui, et le OK, vous voulez que je mette sur quelle page? Comme vous voulez, Madame le témoin. La première page, la dernière page, c'est comme vous voulez. Très bien. Alors, It doesn't matter. Non, écoutez, peu importe. Écrivez OK et puis c'est bon. C'est bon. Si vous le mettez toujours au même endroit, c'est mieux, certes. Comme ça, on pourra s'y retrouver. Merci. Allez-y. alors, Madame le témoin, je voudrais revenir très rapidement sur l'échange que nous avions avant la pause et justement sur ce rapport ce rapport médico-légal qui n'avait pas été remis par vous donc à John Clark. Et vous nous avez expliqué à la page 39, ligne 16, et vous dites, plus exactement à la ligne 20, et des fiches externes qu'on avait communiquées dans le cadre d'une demande de la Cour, ces fiches avaient été communiquées à nos autorités. Je pense qu'ils ont échangé là-dessus. Je n'avais pas personnellement à donner ce rapport à Monsieur John Clark. Et j'arrête la citation ici. Alors moi, ma question, c'est est-ce que vous lui avez demandé à John Clark s'il disposait de ces rapports médico-légaux? Je n'ai pas souvenir de cette question précise que je lui aurais posée. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez s'il vous a dit qu'il avait échangé à ce sujet avec les autorités ivoiriennes? Non plus, puisqu'on était là pour faire des autopsies, des exhumations et des autopsies. Je n'ai pas ce souvenir-là. D'accord. Alors, Madame le témoin, on va passer à un autre document. Alors, c'est une autre personne que vous avez autopsiée avec John Clark. Et alors, Monsieur le Président, je voudrais qu'on passe très rapidement en huis clos partiel puisque nous devons citer le nom de la personne dont il s'agit. À moins que l'on montre le document confidentiellement et qu'on cite le nom sans révéler de détails médico-légaux privés sur cette personne. Let's go privately. Bien, passons à huis clos partiel rapidement. We are back in open. Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Président Maître Naouri, c'est à vous. Regardez encore quelques documents. Je voudrais vous montrer le rapport d'autopsie CIV OTP 0077 0045, c'est l'onglet 42. Et sans citer le nom de la personne, je voudrais simplement vous demander de bien confirmer que c'est votre signature à la page 0047. Oui, il s'agit effectivement de ma signature.
D'accord. Alors, le prochain document que je voudrais vous montrer, c'est un rapport d'autopsie que vous avez effectué donc avec John Clark concernant un corps qui a été exhumé d'une tombe. Et je ne dirai pas le nom de la personne ici, mais c'est noté. Et c'est le rapport qui est l'onglet 34 pour vous, Madame le témoin. C'est le CIV-OTP 0077 0012 et c'est à la page 0014. Et vous dites dans ce rapport, je cite en anglais, He had suffered a number of injuries which were of two different types. Neither of them... Un certain nombre de blessures qui étaient de deux types différents. Aucune d'entre elles n'était provoquée par des tirs ou des explosifs. Premièrement, il y avait des preuves de traumatisme dues à une force contondante au niveau de l'avant de sa tête, du côté droit. Des coups directs provoqués par un objet solide ont fracturé le crâne à plusieurs endroits, ainsi que The extent of the fracture. les pommettes. De surcroît, au-dessus de la zone de fracture principale, il y avait 3 fractures courbes qui étaient légèrement affaissées, qui indiquaient qu'il y avait d'autres coups. L'apparence suggère qu'il y a eu plusieurs coups donnés. Au vu de la portée, de l'étendue de la fracture, il est très vraisemblable qu'il y ait eu dégâts internes, traumatisme au niveau du cerveau. 1103 à la page 1105. L'examen médico-légal externe du corps en état de putréfaction avancée du dénommé, je ne donne pas son nom, permet de retenir au plan médico-légal un fracas crânio-facial prédominant sur le côté droit. Alors, la même question que tout à l'heure, est-ce qu'il y a concordance ici entre les résultats que vous avez faits lors de votre examen médico-légal externe et les résultats lors de l'autopsie avec John Clark? Je ne peux pas parler de concordance à partir du moment où je ne suis pas allée dans le premier cas aussi loin qu'une autopsie. J'ai constaté qu'il y avait des lésions céphaliques de la boîte crânienne. Mais les comparer pour retrouver exactement ce qui avait été dit sur la description des plaies, une fois qu'à l'autopsie c'était accessible, je n'irai pas jusque loin. Tout ce que je constate, c'est qu'il y a des lésions de la boîte crânienne chez l'un, et dans l'un des rapports, le premier, et également on en parle dans le rapport d'autopsie qui a été fait conjointement. D'accord, mais donc il est fort probable qu'il s'agisse du même corps qui a été examiné par vous et dans un deuxième temps, vous et John Clark. Je ne peux pas le dire puisqu'il y avait pas mal de personnes qui avaient également des traumatismes au niveau du crâne. À partir du moment où je ne suis pas allée aussi loin qu'à l'autopsie. Je ne m'avancerai pas à dire qu'il s'agit de la même personne. D'accord, alors je vais poser la question un petit peu autrement. Cette personne avait été identifiée lors de votre examen externe et lors de votre autopsie comme étant monsieur untel, dont je ne dis pas le nom ici. Est-ce que ça, c'est correct? Oui. D'accord. Alors, Madame le témoin, un test ADN a été effectué en comparant l'ADN du frère, de la sœur et de la fille de ce monsieur, donc avec le corps que vous avez autopsié. Et donc, c'est le document CIV OTP 0084 44 34, onglet 72. Et à la page 44-39, et je cite, il est indiqué The report concluded that there was... Le rapport a conclu qu'il n'y avait pas de correspondance par rapport aux échantillons d'ADN par rapport au prélèvement qui avait été fait sur les membres de la famille encore en vie. Ne permettent pas d'avoir de concordance avec les membres de la famille, d'accord?
Je viens d'en prendre connaissance. Très bien. Mais à ce moment-là, l'identification sur laquelle vous vous êtes fondé en 2011, c'est-à-dire sur les membres de la famille, était erronée. C'est bien ça? Si l'ADN ne correspond pas? Objection. Objection, dit M. Garcia. Objection. Pour ce qui est de la question, le président. Attendez une minute, attendez qu'elle termine. Monsieur Garcia, objection pour ce qui est de la question, car elle se fonde sur une base qui n'a pas été acceptée par le témoin. Je ne vois pas comment le témoin pourrait répondre à cette question. Le président, mais si cela n'est pas accepté par le témoin nous le dira elle-même. Donc, revenons à la question. Monsieur Garcia, je ne vais pas insister lourdement parce que le témoin est présent. Le président, oui, bien sûr, Monsieur Garcia, mais nous savons tous, bien évidemment, quels ont été les résultats. Nous demandons maintenant au témoin de se perdre dans des conjectures. On lui demande pourquoi est-ce que ces résultats, ce que j'avance, c'est que la Chambre n'a pas besoin d'entendre les conjectures prononcées par le témoin à ce sujet. Le président, mais on ne demande pas au témoin de se livrer à des conjectures, on lui demande de répondre de façon positive. Identifié par vous comme étant ce monsieur. On est d'accord, parce que c'est le nom qui est indiqué dans son rapport médico-légal. Il n'a pas été identifié par nous. Nous avons reporté le nom que la personne nous avait indiqué. No, this is the wrong way to Le put. président, ce n'est pas ainsi qu'il faut poser la question, parce que le corps n'a pas été identifié par le témoin. D'accord? Et le témoin a accepté l'identification. Elle nous l'a dit aujourd'hui, elle nous l'a dit il y a 2 jours. Donc là, nous revenons toujours sur le même problème. Simplement, donc cette identification que vous avez faite sur la base, clairement, de ce que vous ont dit les familles, elle s'est avérée erronée. Est-ce que vous en avez été informé? Informé des résultats? Oui. Non. D'accord. Très bien. Alors, je voudrais revenir maintenant sur la méthodologie des différents rapports d'autopsie que nous venons de voir ensemble, que vous avez donc fait avec John Clark. Est-ce que vous avez communiqué à un moment donné à John Clark les rapports médico-légaux externes que vous aviez rédigés concernant les mêmes personnes que vous alliez autopsier? J'ai répondu à cette question que non, je n'ai pas communiqué les rapports médico-légaux externes, puisque cette mission n'était pas de lui communiquer des rapports médicaux externes, mais c'est de faire des autopsies sur des corps exhumés. D'accord. Alors, Madame le témoin, dans votre première lettre de mission... Can you please? Président, s'il vous plaît. Oui. Madame le témoin, donc dans votre première lettre de mission de janvier 2015, il est indiqué au paragraphe 1, onglet 43, CIV OTP 0077 0049, à la page 0049, que votre mission est notamment, et je cite, de prendre connaissance de tout document pertinent, médical ou autre, concernant les victimes, il y a le nom des victimes, et vous faire communiquer tout renseignement pouvant être utile à la présente expertise. Est-ce que le dossier médical, médico-légal et les certificats de décès, par exemple, ne sont-ils pas des renseignements qui pouvaient être utiles à l'expertise que vous avez menée avec John Clark? Si vous pouvez me reposer la question, je ne pense pas avoir bien compris. Il faut être sûr d'avoir bien compris, au contraire. Bien sûr, Madame le témoin. Dans votre lettre de mission, il était clairement indiqué, à vous et à John Clark, qu'il s'agissait de prendre connaissance, donc votre mission à vous était de prendre connaissance de tout document pertinent, médical ou autre concernant les victimes. Et les victimes étaient identifiées. Je n'en dis pas plus puisque nous sommes en audience publique. Et il est aussi précisé que votre mission à vous était de vous faire communiquer
tout renseignement pouvant être utile à la présente expertise. Donc, aux deux experts, c'était utile d'avoir ces éléments. Alors ma question, vous venez de nous dire que ce n'était pas ma mission. Mais est-ce que ce n'était pas justement votre mission de vous faire communiquer ou de communiquer à John Clark vos dossiers médico-légaux ou par exemple des certificats de décès des quelques victimes qui sont citées ici que vous allez autopsier? Bien, je pense avoir compris la question. Me faire prendre connaissance de tout document pertinent. Pour prendre connaissance de documents pertinents, j'ai pris connaissance en effet des rapports qui avaient été rédigés par nous-mêmes, des fiches d'examen externes de ces corps-là. Pour prendre connaissance des résultats de l'exercice d'examen d'ADN, il fallait d'abord que je le sache. Je n'ai pas pris connaissance puisque je ne savais pas pour pouvoir le demander auparavant. De même que le docteur John Clark ne m'a pas demandé de lui communiquer également ces examens-là. Donc, je ne pouvais pas prendre la liberté de lui dire également. Donc, moi, je l'ai pris pour moi de prendre connaissance de tout document. J'ai pris connaissance de ce qui est à ma possession et je ne pouvais pas lui demander autre chose à partir du moment où je ne savais pas que ça avait été fait. D'accord, c'est très clair. Merci Madame le témoin. Quelques petites questions sur la finalisation justement de ces rapports d'autopsie en binôme avec John Clark. Comment faisiez-vous pour vérifier et approuver les notes d'autopsie de M. Clark? Comment ça se passait? Comme ça a été souligné dans le rapport global, tout ce qui concerne la méthodologie, nous, pendant l'autopsie, nous échangions nos constatations et nous prenions chacun de notre côté les notes, les constatations que nous retenions de façon conjointe. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Nous notions ensemble ce que nous retenions. D'accord, Madame le témoin. Alors, justement, dans ce rapport global, CIV OTP 0077 0002, onglet 32, page 004, il est indiqué, et je cite en anglais, An autopsy report for... Un rapport d'autopsie pour chaque cas a été par la suite préparé en anglais par le docteur Clark sur la base des notes et des photographies ainsi que du rapport et des rapports qui ont ensuite été envoyés à Madame le professeur Riapo été pour qu'elle les vérifie et les approuve. Les versions définitives ont ensuite été imprimées, les schémas des corps ont été attachés et les rapports signés par les deux médecins légistes. Dr Clark en anglais vous ont été envoyés pour vérification et approbation. Je vous demande comment se passait cette procédure. Cette communication des rapports? Oui. Cette procédure se passait de façon numérique. D'accord, donc c'était directement vous à M. Clark et l'inverse, par email? M. Clark, puisqu'il a rédigé à moi, pour que je vérifie que ce qu'il avait dit était authentique, ce qu'on avait décidé ensemble au moment où nous faisions le travail. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, vous aviez eu des désaccords sur certaines conclusions de John Clark? Pas grands désaccords, c'est des termes éventuellement qui pouvaient être utilisés, mais qu'on préférait l'un plutôt que l'autre, voilà. Mais ce n'était pas des accords majeurs. D'accord. Et est-ce que... Bah écoutez, Madame le témoin, sur la substance, j'en ai fini avec mes questions. La dernière chose, donc, c'est le deuxième classeur dont nous avons parlé tout à l'heure, qui comporte 59 aussi rapports médicaux légaux que vous avez signés concernant des FDS. Donc, nous allons aussi vous remettre ce deuxième classeur
Comme ça, vous pourrez, si vous le voulez bien, procéder au même exercice que pour le premier classeur, bien vérifier qu'il s'agit de votre signature et de votre rapport médico-légal. Monsieur le Président, je remets le classeur au huissier d'audience. Fini. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin pour le compte de la défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Oui, Madame le témoin. Oui, oui, je vous en prie. Si j'ai bien compris, à la pause, j'aurai à examiner 147 documents plus 50 autres. Je me pose la question de savoir si j'aurai le temps de le faire. Yes, we wonder as well. Le Président, oui, oui, nous nous interrogeons également. Écoutez, vous ferez de votre mieux et si vous n'y parvenez pas, nous trouverons une solution. Nous trouverons une solution avec l'unité des victimes et des témoins. Ne vous en faites pas. Et je vais maintenant donner la parole à la défense de Monsieur Blégoudet. Maître Knops. Maître Knops, merci Monsieur le Président. Bonjour, Madame le témoin. Je m'appelle Alexander Knops. Je suis avocat au Royaume des Pays-Bas et je suis le conseil de Monsieur Blégoudet. Madame le témoin, le juge président vous a posé une question hier. Il vous avait demandé quelles étaient vos compétences en matière de balistique. Et vous avez dit à la Chambre, et il s'agit de la transcription en temps réel, version anglaise, page 62, vous avez dit, disais-je, que vous aviez des connaissances de base en balistique et en munitions, mais que vous aviez surtout étudié le domaine de la balistique lésionnelle. Alors voilà quelle est la première question que je souhaiterais vous poser, Madame le témoin. Ce terme, la balistique terminale, est-ce que, pour vous, cela correspond à la balistique lésionnelle? Est-ce qu'il s'agit de la même chose? Exactement. Il y a la balistique initiale, intermédiaire et terminale qui correspond à la balistique lésionnelle. So this is the area. Donc, vous avez dit à la Chambre hier que c'était ce domaine-là que vous aviez étudié et que c'était donc un domaine que vous connaissez bien, qui vous est familier. Oui. My Question. J'aimerais donc vous poser une première question, Madame le témoin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer s'il existe une différence, pour ce qui est de la balistique lésionnelle, entre un fusil militaire de gros calibre et un fusil militaire de petit calibre? Et je pense donc à la balistique lésionnelle lorsque je vous pose cette question. Si vous permettez que je reformule pour bien comprendre, c'est ce que vous voulez me dire. Est-ce que je sais l'impact que peut faire un fusil de gros calibre et c'est ça? Les munitions d'un fusil de gros calibre et les munitions d'un fusil de petit calibre. Que ça peut faire sur le corps.
puisque j'étudie le résultat sur le corps et non le fusil même et la munition. No, that's clear, Madame Witness. Non, c'est clair, cela, Madame le témoin. Oui, ce que j'entendais, c'est l'impact au niveau du corps, pour ce qui est des blessures et des lésions. Si vous pouvez me donner un exemple peut-être de munitions à ce moment-là, parce que c'est assez vaste, un exemple de munitions, je ferai l'effort de vous répondre. One example could be, Madame Witness. Eh bien, un exemple pourrait être ce qui suit, Madame le témoin, la différence entre 5,5, enfin des calibres de 5,5 mm et 8 mm. Donc, calibre de 8 mm. Lorsque vous avez, par opposition donc à un fusil militaire de 338, le président Maître Knopp, ce n'est quand même pas un examen universitaire. Vous posez des questions à un témoin. Donc je vous demanderai d'avoir l'amabilité de poser des questions qui ont trait au domaine de compétence du témoin. Ne lui posez pas des questions telles que les questions que l'on peut entendre dans le cadre d'un examen universitaire en médecine légiste. Maître Knopp, non, je ne souhaitais absolument pas mettre le témoin dans une situation d'examen. Mais bon, en fait, ce que je voulais dire, et cela a sa pertinence. Vous comprendrez la pertinence de ma question. Le président, oui, non, mais l'impact sur le corps, il est connu de toute personne qui a jamais assisté à une autopsie. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Donc, le témoin, c'est quelqu'un, comme le témoin en a fait des centaines, Maître Knops, d'accord. Alors, je vais tout simplement demander au témoin de bien vouloir prendre ou consulter le document CIV D25 0049 0001. Onglet 352. Pourriez-vous consulter ou regarder l'écran, madame? Voilà, oui. Voilà la question que j'aimerais vous poser, madame le témoin. Est-ce que vous connaissez cet ouvrage ou ce livre? Page 0003. You find also the exact public. Alors, si vous prenez la page 0003, vous verrez la date de publication exacte de ce livre, 2008. Et c'est un ouvrage qui a été publié par ces 4 professeurs, Knobel, Coupland, Rothschild et Talley. Donc, est-ce que vous connaissez ce livre? C'est la question que je souhaiterais vous poser. Oui, je connais ce livre. Okay, thank you. Merci. Madame le témoin, à la page 57 du compte-rendu d'audience anglais en temps réel d'hier, vous avez lu un document qui était le document qui figurait à l'onglet 57 de la liste de l'accusation 000, ou plutôt 0083-1234. Il s'agit du numéro ORN, onglet 57, comme je vous l'avais dit. Et dans ce document, vous avez expliqué à l'accusation qu'à votre avis, une blessure provoquée par une arme à feu inclut également les blessures déterminées par l'explosion d'obus de mortier. Et vous dites,
En effet, je considère qu'une arme à feu est une arme permettant d'envoyer à distance des projectiles au moyen de gaz produits par une déflagration. Et vous dites, les obus de mortier explosent de la même manière, puisqu'il s'agit de munitions d'artillerie. Alors, Madame le témoin, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'une blessure ou une plaie qui a été provoquée par une arme à feu est semblable à une blessure provoquée par un obus de mortier? C'est vague, une plaie par arme à feu, c'est vague. Arme à feu réunit plusieurs, plusieurs éléments dont j'inclus les résultats des obus de mortier. Mr. Witness, I ask you to look at Question. J'aimerais vous demander de bien vouloir consulter un document. CIV D25 0057 0017. Document de la défense qui figure à l'onglet 358. Et c'est la première page de cet article qui m'intéresse. Madam Witness, if correct, you Madame le témoin, vous voyez la première page. Il s'agit donc de la première page d'une publication qui date de l'année 1991, publication rédigée par 3 chirurgiens de l'unité de chirurgie de l'université de Beyrouth au Liban, publiée dans le journal intitulé Le journal du traumatisme. Il s'agit donc de 299 patients qui ont été examinés et qui avaient des blessures ou des lésions balistiques au niveau de l'abdomen. Donc tous ces patients ont été opérés par les chirurgiens qui ont rédigé l'article et il y avait donc une période de 4 ans pour ce qui est de ces examens. Et si vous regardez le résumé, Madame le témoin, qui se trouve en haut de l'article, vous voyez à la dernière ligne de ce résumé donc qui précède l'article la conclusion suivante. Nos données suggèrent que des balles à haute énergie au niveau de l'abdomen provoquent une pénétration plus profonde des tissus et un effet de souffle plus important que des fragments d'obus. Fin de la citation. Alors voilà la question que j'aimerais vous poser, Madame le témoin. Est-ce que vous connaissez, dans un premier temps, cet article? Non, je ne connais pas cet article. if you scroll further to Alors si vous allez jusqu'à la page 0020, toujours pour le même article, deuxième colonne au milieu, vous trouverez les explications qui permettent de comprendre comment ces 3 chirurgiens ont tiré ces conclusions. Et puis, il y a également ce qui est pris en considération par des rapports balistiques récents. Ils expliquent la différence entre les plaies ou les lésions lorsque ces lésions ou ces plaies sont provoquées par des balles, par opposition à des lésions ou des plaies provoquées par des fragments d'obus. Donc, d'après cette étude, on peut faire une différence très claire
entre ces deux types de traumatisme balistique, donc provoqués par des balles, par opposition à une plaie ou une blessure qui est provoquée par des fragments d'obus. Donc voilà quelle est ma question, Madame le témoin. Est-ce que vous avez été en mesure de faire cette différenciation lorsque vous avez examiné les 373 personnes pour lesquelles vous avez établi un lien avec ce qui est appelé donc des projectiles tirés par des armes à feu? Je suppose que le chiffre 373 vient de notre classification ou pas, qu'on a relié aux plaies par arme à feu. Yes, OK. of course. Oui, bien sûr. Faire un lien entre le type de projectile, c'est bien ce que vous me demandez, s'il vous plaît. Si j'ai pu faire un lien, nous avons parlé de projectiles d'armes à feu et nous n'avons pas parlé de type de projectile, puisque nous nous trouvions au stade d'un examen externe, au cours duquel nous n'avons fait que décrire l'impact que ça peut faire sur le corps. Un projectile qui frappe le corps de façon perpendiculaire à la surface de la peau ne donnera pas les mêmes lésions qu'un projectile qui a été dévié et qui vient frapper sur le côté sur une de ces surfaces. Donc, nous ne pouvions pas parler du type de projectile, nous ne pouvons parler que d'un projectile d'arme à feu, mais la nature, nous n'avons pas insisté sur la nature au simple stade de l'examen externe du corps. But the question, Madam Witness, Mais Madame le témoin, la question était la suivante. À la lumière de cette publication, sur quoi est-ce que vous vous êtes fondé pour formuler des observations dans la lettre que vous avez écrite à l'attention du procureur en réponse à des questions? Le juge président, votre question est hautement spéculative. Un instant. Vous êtes en train de citer une étude que personne d'entre nous n'a déjà vue. Et l'on ne peut pas la confronter à quelque autre information que ce soit. Vous pensez que c'est la référence par excellence en espèces, mais nous n'avons pas entendu la déposition de ces trois chirurgiens qui sont les auteurs de cet article. Pourquoi est-ce que cet article est l'article qu'il faut citer et que quelque chose d'autre n'est pas correct? Qui le dit? Vous partez du principe que cet article, c'est la référence par excellence. Il fait autorité dans ce domaine-là, alors que le témoin a écrit 10 lignes pour dire par arme à feu, on entend les pistolets, mais aussi d'autres types d'armes à feu. Maître Knops, Monsieur le Président, nous parlons d'une étude universitaire pour donner au témoin l'occasion de répondre. Madame le témoin, vous avez écrit dans cette lettre, et vous l'avez confirmé hier lors de votre déposition, vous avez déclaré que les tirs d'artillerie explosent de la même manière et provoquent des shrapnels et qui peuvent toucher les cibles. Donc vous semblez dire ici que le type de blessure provoquée par du shrapnel émanant d'un tir de mortier est semblable à celui provoqué par un fusil. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Est-ce que l'on doit comprendre
de votre réponse d'hier, qui se trouve à la page 57 de la transcription en temps réel, est-ce que nous devons l'interpréter de cette manière? Et si oui, sur quoi est-ce que vous vous fondez pour tirer cette conclusion? Ce n'est exactement pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas comparé des lésions avec des lésions dans cette réponse, des lésions provoquées par une arme à feu, une balle ou une autre, et des lésions provoquées par des éclats d'obus. J'ai simplement dit qu'un éclatement d'obus peut donner que je classe les munitions d'artillerie, les mortiers, les obus de mortier dans le groupe des armes à feu. Et j'ai également des références bibliographiques pour pouvoir le dire. Je n'ai pas parlé de plaies, j'ai parlé de classification des armes à feu. When we speak about your Question. Lorsque l'on évoque votre rapport circonstancié qui se trouve à l'onglet numéro 14 des pièces de l'accusation, CVOTP 0050 0003, à la page 0049, vous dites que sur les 590 victimes, 373 auraient subi des traumatismes que vous attribuez à des projectiles d'armes à feu. Ma question est la suivante. Sur quoi est-ce que vous vous êtes fondé pour établir ce chiffre? C'est sur nos constatations que nous nous sommes fondés pour établir cette statistique-là, parce que les plaies par arme à feu étaient reconnaissables par leurs caractéristiques bien particulières. Donc, la plus importante, c'est la perte de substance que l'on a au niveau de la peau. Yet today you testified. Or, aujourd'hui, vous avez déclaré sous serment, Madame le témoin, et ceci se trouve dans la transcription page 5, transcription anglaise, ligne 16, que vous avez déclaré que vous n'avez pas reçu de rapport balistique de la police scientifique. Serait-il juste de dire que ce chiffre, c'est-à-dire ce 373 victimes, était en fait fondé sur votre propre interprétation des résultats des autopsies réalisées sans avoir pu bénéficier de rapports balistiques pour étayer votre constatation et arrêter le chiffre de 373 victimes? Ces chiffres que j'avance reposent sur nos propres constatations sur la cible, qui sont donc les victimes. Et je ne peux pas demander à la police scientifique de venir étayer ce que l'on a dit, d'autant plus que ce n'est pas sur tous les corps qu'on a pu retirer quelque chose. Il s'agit de certains corps sur lesquels nous avons retiré notamment des fragments métalliques ou des balles même au cours des autopsies. Il s'agissait pour eux de nous donner la nature de ces projectiles ou de ces éléments-là que l'on a retirés. Nous nous sommes basés sur nos constatations qui correspondaient exactement à des plaies déterminées par un projectile d'arme à feu. Yes, but I'm with you. Agree. Oui, mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'un rapport balistique
est pertinent pour déterminer justement la nature d'un fragment métallique. Que j'ai fait, c'est un rapport de constatation. No. No. Non, non. Non, ma question n'était pas celle-ci, Madame le témoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que pour pouvoir déterminer la nature d'un fragment métallique, il faut pouvoir se fonder sur un rapport balistique Trouver un fragment métallique, qu'une expertise balistique serait nécessaire pour cela. Pour donner la nature justement de ce fragment. Thank you. Je vous remercie. Madame le témoin, je reviens à ce chiffre de 373 personnes. Que vous associez à des projectiles d'armes à feu. Sur les 373 personnes, sur combien est-ce que vous avez réalisé des autopsies et sur lesquelles vous avez prélevé des fragments métalliques? Je ne saurais vous répondre puisque je n'ai pas fait cette étude, en fait, je ne l'ai pas sous les yeux éventuellement, mais parmi les autopsies qui ont été faites, nous avons retrouvé des plaies par arme à feu pour la plupart d'entre elles. Et également quelques projectiles que nous avons retirés du corps parce que justement nous avions poussé cet examen par une autopsie. Madam Witness, Madame le témoin, ma dernière question a trait à un document que je souhaiterais vous montrer. C'est un document de la défense portant le numéro 94. C'est la transcription du 9 novembre d'une audience qui a eu lieu à Abidjan le 9 novembre 2016, CIVOTP 0094 01 21 01 page 0127. Est-ce que vous pourriez regarder l'écran, s'il vous plaît, Madame le témoin, où l'on voit donc un extrait de cette audience de 2016. Au milieu de ce passage, l'accusation vous interroge au sujet de liens potentiels entre les autopsies que vous avez réalisées et la crise post-électorale. Vous avez déjà été interrogé à ce sujet par le juge président hier, mais pour ma part, j'aurais une question différente à vous poser. Au milieu de ce passage, vous voyez votre réponse. sont de la crise post-électorale. With 2 lines. Et 2 lignes plus bas, vous dites mon rôle de déterminer si quelqu'un
est mort à la suite d'un braquage. You can confirm that you testified in this regard. Est-ce que vous confirmez avoir déposé dans le cadre de cette audience en 2016? Oui, je confirme avoir déposé dans le cadre de cette audience de 2016. Yes. Now my follow-up question in this. Ma question de suivi maintenant est toujours sur le même sujet. Êtes-vous en mesure ou est-ce que vous étiez en mesure de déterminer si certaines blessures ou décès étaient ou pourraient éventuellement être liés à un incident précis dans le cadre des autopsies que vous avez réalisées? Si vous pouvez reformuler la question sur l'incident, un incident précis, s'il vous plaît. Yes. Oui, certainement. Vous avez déjà déclaré sous serment aujourd'hui que vous n'étiez pas en mesure de déterminer la date du décès. Ma question est celle-ci. Elle est différente. Est-ce que vous avez pu déterminer à quel incident, en laissant de côté le cadre temporel, une blessure ou un décès était rattaché ou lié? Je ne pouvais pas dire à quel incident c'était rattaché ou lié, dès lors que vous regardiez la mission qui nous était confiée. Il s'agissait d'examiner, à partir d'une autopsie ou d'un examen médico-légal détaillé, des victimes issues de la crise post-électorale dont les corps reposaient dans des morgues, deux morgues principales, enfin, dans les morgues gérées par deux pompes funèbres principales, Ivocep, Interfu, et qu'il leur était demandé de mettre ces corps à notre disposition. Ce qui a été fait, et nous avons rendu les constatations qui ont été faites sur ces corps-là. Il n'y avait pas d'incident précis en dehors du fait de la crise post-électorale. Thank you, Mr. Maître Knops, je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. J'en ai terminé. Maître Ndri a quelques questions supplémentaires à poser. Le Président, Maître Ndri. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour. J'ai juste quelques petites questions à vous poser. Je pense qu'on ne sera pas là pour longtemps. Et je suis donc Ndri Claver, membre du barreau de Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on revienne sur votre rapport, le rapport circonstancié. Je pense que vous devez l'avoir en version papier devant vous. CIV OTP 0050 0003. Et je voudrais qu'on vienne précisément sur la page 35 de ce rapport. Répartition donc des victimes selon la commune de survenue des décès ou de découverte des corps
à Abidjan. Ouvrez la page. La page, La page 35. Vous l'avez? Oui. Alors, avant d'aller un peu plus en profondeur sur la question principale, je voudrais que vous me dites qu'est-ce qui vous a permis, vous êtes basé sur quoi exactement pour établir cette répartition par commune? je me suis basée sur les informations que nous avons tirées du dossier de la morgue Oh, sorry. sur les informations que nous avions tirées du dossier morgue et également des familles quand elles venaient retirer le certificat de décès. Et ça a été mentionné dans le rapport. D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur un point, toujours de ce rapport. Excusez-moi. Vous avez parlé de répartition et dans cette répartition, vous avez distingué les civils des non-civils, à savoir les militaires et paramilitaires. Les forces militaires et paramilitaires. Dans ce rapport, vous souvenez? Vous pouvez m'indiquer la page, s'il vous plaît? Je vais vous indiquer la page. La page 32. Vous l'avez? Oui. Alors, je voudrais savoir sur quelle base est-ce que sur quoi est-ce que vous êtes appuyé pour pouvoir établir cette répartition? Nous nous sommes référés à l'occupation, c'est-à-dire la profession de ces personnes-là. Pour ce qui concerne les forces de défense, les forces républicaines, nous avions en plus leur carte professionnelle, puisque si mes souvenirs sont bons, ils ont fait l'objet d'autopsie et c'était assez renseigné. Et voilà, c'était sur la profession. Ça, je parlais de socio-professionnels, pour ceux pour lesquels c'était connu. Madame le témoin, nous sommes sur 789 corps, n'est-ce pas, que vous avez eu à analyser. Parmi ces 789 personnes, il y avait combien de FDS donc identifiés? Et en dehors des FDS, enfin en dehors de ce que vous avez appelé donc FDS dans votre rapport, ceux qui n'avaient pas leurs documents sur eux, comment est-ce que vous arrivez à dire que c'est un civil? Comme vous voyez bien, bon, ça ne se voit pas, hein, il y a quand même un grand nombre d'inconnus. Hein. Les constatations qui ont été faites, les statistiques qui ont été faites sur le groupe des personnes connues pour lesquelles on avait ces éléments-là. Il y a un fort taux pour lesquels c'était inconnu, que nous n'avons pas rapporté. Nous n'avons fait que rapporter
sur ceux pour lesquels ça avait été connu. On avait eu même la carte professionnelle. Voilà. D'accord. Donc, je vois sur ce document répartition donc vous parlez des FRCI. C'était aussi identifié à partir de leur carte professionnelle. C'est lointain ce que vous me demandez. Et si on l'a mis, c'est que on a eu cette information. Madame le témoin, il m'apparaît que ce sont des informations très importantes. Vous avez les informations de qui pour cette répartition? On l'a pas inventé, on les a pas inventées, ces informations. On a eu les informations à partir des dossiers morgues, à partir également, puisqu'il y avait les cartes professionnelles, des personnes même qui venaient réclamer, les familles venaient avec les cartes professionnelles de ces personnes, avec essentiellement ça, les cartes professionnelles dont les photocopies figuraient dans les dossiers morgues et également dont la carte physique professionnelle était en possession des personnes qui étaient venues réclamer le corps. Vous qui avez rencontré donc personnellement ces familles, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si vous avez vu une ou deux cartes professionnelles estampillées FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire? Une ou deux cartes, par exemple. Je ne saurais vous le dire, puisque c'est une information qu'on a eue, je ne saurais vous le dire, c'est lointain, mais si on l'a reporté là, c'est bien parce qu'on a eu des informations, comme je vous l'ai dit. Et à partir desquelles, des sources, des informations qu'on a eues, on a pu le reporter. D'accord. Madame le témoin, ce procès dure depuis 2 ans et nous avons des informations qu'il y a eu des combats à Bobo et il y avait un groupe qui était donc dans ce lieu qui prenait le nom de Commando Invisible. Dans cette répartition socio-professionnelle, je vois donc Force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, je vois Force républicaine de Côte d'Ivoire, vigile, garde de corps, agent de police municipale et garde de sous-préfecture. Ma question, de toutes les familles que vous avez reçues, aucune d'elles ne vous a, c'est une question, parlé de l'appartenance, par exemple, du membre de sa famille décédé parmi le commando invisible ou parmi un groupe paramilitaire autre que ceux que vous avez mentionnés? Il faut bien le croire, puisque pour ceux pour lesquels la classe socio-professionnelle est rapportée ici, on l'a connue. Si je n'ai pas rapporté, c'est que je n'ai pas eu connaissance de ce commandant invisible dont vous parlez. Il y a quand même un grand lot de personnes inconnues. D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur votre mandat. Et je voudrais d'abord passer une vidéo. Je vais prier la Chambre de m'accorder juste 5 minutes. Et puis, comme ça, j'aurai fini, on partira, si possible. Donc, excusez-moi juste quelques minutes, Monsieur le Président. Please go ahead, yes. Le Président, je vous en prie, allez-y. Just to take the time while Maître Ndri is... En attendant que Maître Ndri consulte ses confrères, je vais mettre fin donc
à la déposition de ce témoin maintenant. Nous allons faire la pause déjeuner. Et après le déjeuner, nous commencerons la discussion ou le débat sur la requête relative à l'amicus curiae. Et lorsque nous en aurons terminé, nous rappellerons le témoin qui aura disposé de suffisamment de temps peut-être pour consulter les classeurs. Et nous appellerons à nouveau le témoin à la barre pour qu'elle puisse apporter ses réponses. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, l'accusation a l'intention de poser des questions supplémentaires aux témoins. Nous serons très brefs. Le Président, oui, tout à fait, mais nous le ferons après la pause déjeuner. Nous allons laisser Maître Ndri finir maintenant. Is this okay with you? So you have. Est-ce que cela vous convient, Madame le témoin? Comme ça, vous aurez plus de 2 heures pour consulter les classeurs, les parcourir rapidement, pour déterminer si c'est vous qui en êtes l'auteur ou pas, si vous l'avez signé ou pas. D'accord? Maître Ndri. Maître Ndri. Je donne les références de la vidéo. CIV D15 000 13 931. Le transcrit, c'est CIV D15 0004 14 67. Maître Ndri, I have a few questions for you. First, La greffier d'audience, j'aurais quelques questions à vous poser. D'abord, est-ce qu'il s'agit d'une vidéo publique? would you like the Est-ce que vous souhaitez que les interprètes donnent lecture de la transcription à laquelle vous venez de donner référence? Thank you. Merci. Merci. Le quartier du Carrefour est aujourd'hui un village fantôme. Ici, les maisons ont été You pillées now avant have the d'être floor and incendiées. the video with Vous avez la main et la vidéo peut être visionnée sur Évidence 2. Can we restart? Le juge président, est-ce que vous pourriez recommencer la diffusion de la vidéo? Il y a eu une interruption. La greffière a interrompu la diffusion. Le quartier du Carrefour est aujourd'hui un village fantôme. Ici, les maisons ont été pillées avant d'être incendiées. Et des découvertes macabres ont lieu tous les jours. Un homme a été jeté dans ce puits. Un homme a été jeté dans ce puits. Sur 5000 habitants, plus de 200 auraient trouvé la mort. La Croix-Rouge parlait même de 800 victimes au début du mois. Des victimes issues de l'ethnie guérée traditionnellement favorable à Laurent Gbagbo. Depuis le début de la crise, au mois de novembre, plus de 25 000 habitants se sont réfugiés dans ce camp. Ici au moins, ils se sentent en sécurité, malgré des conditions sanitaires déplorables. C'est invivable, c'est inhumain. On ne peut pas mettre toute cette masse de population dans une petite enceinte comme ça. Les conditions ne sont pas réunies. Il y a un mort chaque jour, au moins une moyenne de morts par jour. L'urgence sanitaire, c'est aussi l'argument utilisé par l'administration pour faire évacuer le camp, un camp qui embarrasse le président Ouattara, lui qui promettait il y a quelques jours que la lumière serait faite sur tous les massacres. Yes, Maître Ndri. Le président, oui. Maître Ndri. Madame le témoin, est-ce que vous avez eu connaissance de massacre à Djokwe, en tant qu'Ivoirienne d'abord? Évidemment, en tant qu'Ivoirienne, oui.
D'accord. Ensuite, ayant un mandat d'aller donc vers les victimes de cette crise post-électorale, avez-vous eu connaissance ou êtes-vous allé ou avez-vous reçu? Je demande d'abord au procureur d'attendre que ma question soit posée avant toute objection. Avez-vous reçu ou êtes-vous allé vers les morgues de ces populations, enfin de ces victimes de l'attaque, du massacre du Diokwe, où le journaliste, je dis bien le journaliste, je mets au conditionnel, parlerait de 200 morts à peu près, 200 victimes. Avez-vous analysé ces personnes-là? Ma question est terminée, je pense que le procureur est levé. Mr. MacDonald? Le président, Monsieur MacDonald, c'est moi qui vais soulever cette objection, Monsieur le Président. Douekwe se trouve au nord-ouest. Ce n'est pas dans Abidjan. Un instant, Monsieur le Président. Avec votre permission, j'aimerais pouvoir terminer mon intervention. Nous n'avons pas d'objection à ce que le témoin réponde à cette question, mais je tiens à rappeler, car cela a été fait et refait à maintes reprises, il y a une enquête CIV2 qui est en cours. Et je n'en dirai pas plus. Nous sommes saisis d'une autre affaire ici. Le Président, est-ce que vous pourriez répondre en un mot, oui ou non? Monsieur le Président, je vous en prie. Je vous en prie pour tout le respect que j'ai pour votre cours. Avant la réponse de Madame le témoin, je voudrais dire que le procureur relise le rapport. Il y a des villes mentionnées en dehors d'Abidjan. Anyama, Dabou, Yamsokro, Gagnoa, Daloa. Donc, son argument n'est pas du tout valable. Yes. Président, oui, j'ai bien compris cela, mais bon, peut-être que cela m'a été traduit, cela ne tient pas la route. Donc, je vais demander à Madame le témoin de répondre aux questions ou à la question qui lui avait été posée par Maître Hendry. Est-ce que, Madame, vous avez participé en tant que professionnelle à l'analyse, à la suite de ces tueries? Je voulais préciser, oui, Monsieur le Président, que parmi les 789 corps qui ont été rapportés ici, il y a la zone de l'Ouest qui a concerné Daloa, San Pedro, et qui ont fait l'objet d'une réquisition toute particulière pour Interfu, qui était, qui était responsable de la gérance de ces morgues-là. Ces corps-là figurent parmi les 789 corps. Les corps issus de l'Ouest, notamment la zone de Diokwe, relèvent d'une autre mission qui a été entamée et qui est encore en cours. OK. Le président, d'accord. Maître Hendry? Madame le témoin, je voudrais, c'est clair, hein, ça c'est clair. Je voudrais qu'on revienne donc sur votre rapport à la page 37. CIVOTP 0050 0037. Vous êtes à la page, madame? Oui, oui. Nous voyons résidence présidentielle. Et nous voyons un mort. Vous avez vu?
résidence présidentielle, un mort. Je voudrais savoir, pour autant que vous vous souvenez, s'agit-il du corps de l'ex-ministre M. Désiré Tagro? Non. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser au témoin. Thank you very much. Président, merci beaucoup. Donc nous allons faire notre pause. Nous reprendrons à 15 heures. Et nous commencerons par le débat relatif à l'amicus curiae. Et à la suite de quoi, vers 15h30, nous vous reverrons, madame. Donc, il y aura des questions supplémentaires qui vous seront posées par le bureau du procureur. Peut-être que les équipes de défense auront encore des questions supplémentaires. Mais de toute façon, je pense que nous finirons au plus tard à 16h30 aujourd'hui. Donc, l'audience est levée jusqu'à 15h. N'oubliez pas de prendre vos classeurs avec vous, madame. Merci.